Pour moi, c'était la province ou la ville moyenne, la ville de province, c'était curieusement un équivalent de la banlieue. Je viens de la banlieue proche, parisienne. Et quand j'ai passé à présent, j'ai passé à peu près autant de temps en banlieue qu'en province, que dans la ville moyenne où j'habite, qui s'appelle Digne-les-Bains. Et j'y ai curieusement découvert un même désolement. J'avais on peut trouver ça bizarre de parler de désolement pour la banlieue proche de Paris, qui est plutôt, qu'on imagine plutôt peuplée. Mais le souvenir que j'en ai d'enfant, d'adolescence, j'ai quitté la banlieue à 22 ans, donc c'était quand même assez proche. C'est un endroit désolé, plutôt un endroit où il y a des heures de pointe, hein, enfin où ça se peuple à certaines heures de pointe, et puis où ça se désertifie très très vite. Et je me souviens d'avoir marché dans les rues de la petite ville où j'habitais, qui s'appelait Pierrefitte-sur-Seine, qui est presque un palimpseste de Digne-les-Bains. Et on pouvait faire des kilomètres en voyant très peu de monde, en fait, sur des espaces, des pelouses rases, par exemple devant la fac à Villetaneuse. Je me souviens de ça comme d'un endroit assez désolé et loin, dans les deux cas, loin de Paris, évidemment, enfin, puisque c'est toujours la référence ultime et d'origine, l'endroit d'où on vient et l'endroit où on doit aller à un moment. Il y a quelque chose comme de cet ordre-là, surtout quand on a passé toute son enfance, toute son adolescence, très près de Paris, mais en même temps très loin, puisque de toute façon, il fallait 1 heure de bus pour y aller. Pour moi, c'était un moyen d'écrire sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur ce désolement-là, et sur le fait que, comme le disait Philippe Vasset tout à l'heure, mais ça c'est notre travail d'écrivain, on n'a jamais un accès direct. Même quand on est là, on n'y est pas. Enfin, quand on écrit, on y est sans y être. J'ai poussé ça à bout en écrivant sur Saint-Tropez, par exemple, puisque Saint-Tropez, je n'y suis jamais allée. Même quand j'écrivais le livre, c'était un moyen de signifier de manière presque enfin affirmée, caricaturale, que de toute façon, quand on est écrivain, on n'y est pas. Si les philosophes parlent de l'être, et les écrivains, ils parlent sans y être. Donc autant aller jusqu'au bout, et Saint-Tropez, c'était ça. Donc on part d'une espèce pour moi, je partais d'un nom propre en fait. Et sur Saint-Tropez, c'était exacerbé parce que c'est ce nom propre, et puis c'est un nom propre qui est enfoui sous les signes. Donc c'est Digne en exacerbé, quoi. Et pour revenir à Digne, puisque j'ai écrit Saint-Tropez avant vraiment de me pencher sur la question, ou en tout cas que ça coexistait. Dans Saint-Tropez, il y a des allusions à Digne, il y a une espèce de mélange. Il y a des photographies qui apparaissent, qui sont des photographies de Digne, parce que pris sous un certain angle, on peut croire que c'est Saint-Tropez, comme pris sous un certain angle, on peut peut-être croire qu'un fragment de Digne, c'est Paris ou New York, ou je ne sais pas, de toute façon, tout est possible. Il suffit de cadrer d'une certaine manière, et on peut cadrer aussi en écrivant d'une certaine manière, et tout y est. Enfin... C'est un nom vide et en même temps incroyablement enfoui sous les signes, comme tout ce qu'on a abordé quand on commence à écrire aujourd'hui, ou même avant sans doute. Et le point de départ et tout le travail tourne autour de qu'est-ce que je fais avec cet enfouissement de quelle réalité que je retrouverai jamais de toute façon, puisque c'est enfoui sous les signes. Et mon travail, il est là, il est d'arriver avec un pinceau et de commencer à dépoussiérer le fragment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est plus un travail d'archéologue que sur ces livres-là en particulier, sur Saint-Tropez en particulier, c'est flagrant. Sur Saint-Tropez, c'est vraiment un travail c'est signifié comme ça au début, l'entrée du livre, comme il y a une entrée de ville, ça signifie... Je le vois maintenant comme ça, je ne le pensais pas forcément comme ça en l'écrivant, mais... ça signifie très littéralement que c'est en effet un travail d'archéologue plus que d'architecte ou de couturier, comme disait Mallarmé. Ce que je travaille toujours peut-être, depuis le début, quelle que soit l'étiquette titre, mais aussi évidemment, particulièrement quand je cause ville et je cause petite ville et je cause Digne ou Saint-Tropez, ou d'ailleurs une espèce d'équivalence, c'est le flottement, ça...
ça flotte, c'est une espèce de magasin à ciel ouvert. Quand même, il y a quelque chose, c'est que, alors, c'est pas pour Digne, la pauvre, mais c'est un peu ça. Il y a le nerf de la chose qui est patent. Je reviens à Saint-Tropez, mais là c'était vraiment patent sur Saint-Tropez, c'est patent sur Jeanne d'Arc. Il y a une espèce de palimpseste de chaque livre avec l'autre qui fait que Jeanne d'Arc c'est Saint-Tropez, etc. Parce qu'on est dans le mythe français. Il y a cette espèce de flottement où rien où j'essaye où l'écriture, je crois, enfin, fixe sans fixer, ou fixe tellement de fois et de manière tellement ponctionnant comme ça, de manière tellement aléatoire et diverse et divertie que rien n'est réellement, ne se fixe réellement et ne s'ancre comme ça, ni ruralement, ni urbainement, ni on est entre les deux. De toute façon, il n'y a plus ruralité, urbanité, puisqu'il y a une circulation constante entre l'urbanité et la ruralité maintenant. Ce que j'essaie, alors c'est peut-être un peu... Mais en tout cas, je sais que le moteur de ce que je fais, l'un des moteurs véritablement de ce que je fais, c'est essayer comment dire, de repérer ou une espèce le mot est un peu fort, mais quand même c'est ça, de localiser un abject quelconque, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière le mythe Jeanne d'Arc tel que je l'abordais à l'époque, et après l'espèce de gâteau, de pâtisserie Saint-Tropez, il y a quand même ça. Alors je diminue abject en disant quelconque, ordinaire, mais il y a quand même ça. Il y a quelque chose de l'ordre du diffus, qui est le diffus français, quelque chose dans lequel on est, qui se matérialise peut-être un peu plus forte quand je parle de l'Algérie, évidemment, et d'une matière historique comme ça. Mais derrière, avec Saint-Tropez, il y a ça. C'est une espèce de... par exemple, je viens de lire l'entrée du livre, le début du livre. Il y a une légèreté, même accentuée dans la lecture, est-ce qu'il y avait de l'eau, une espèce de blague comme ça. Et derrière cette blague diffuse, qui est une sorte de mode d'entrée dans presque tous les livres que j'ai écrits, je crois, cette blague diffuse et je crois soutenue des chaussures en particulier, où il y a une page comme ça qui évoque la collection de chaussures d'Imelda Marcos, qui est de l'ordre à la fois de la blague et de quelque chose de profondément plus que désolant, quoi, enfin, grave. Je crois qu'il y a ces espèces de deux strates-là qui me font travailler. Après, je ne sais pas si je cherche à les aborder, ou je sais pas quoi, s'il n'y a pas une espèce d'objectif, ou ça tourne autour, et ça, mais avec le temps, puisque ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je travaille, je sais que depuis le début, c'est mis en place quelque chose de cet ordre-là, qui est la blague diffuse, le côté, à la place de Saint-Tropez, il y avait de l'eau, et puis, si on y réfléchit bien, c'est plus logique, c'est plus facile à imaginer qu'à Toulouse. Et derrière, il y a tout ce qu'il y a derrière Saint-Tropez que j'évoque aussi, qui est l'espèce de ce qu'on connaît, de fêtes, d'argent. Je me suis fabriquée comme ça en vivant en banlieue, réellement. J'ai vécu dans la banlieue d'il y a donc quand même 30 ans maintenant, qui est certainement plus la même. C'était en Seine-Saint-Denis, mais ça n'a plus... Enfin, moi, je ne reconnais pas la banlieue où j'ai vécu dans les images qu'on m'en donne maintenant par la presse, où je suis toujours un peu surprise parce que voilà, j'ai pas. Pourtant, Pierrefitte, c'est coincé ouais, entre Sarcelles et Saint-Denis. Alors, on sait, Sarcelles, on en entend parler, Saint-Denis, on sait ce que c'est. Et Pierrefitte, c'est la petite ville, c'est déjà la petite ville au milieu entre les deux, qu'on situe certainement beaucoup plus mal que Sarcelles et Saint-Denis. En habitant, en vivant, et surtout à l'adolescence, évidemment, en ayant à faire, parce que je commençais à vouloir, à désirer, parce que c'était vital, voir des films, voir des expositions, parce que c'était ça où j'en crevais, quoi. C'était ça où j'en crevais. Et à Pierrefitte, il y avait la toute petite bibliothèque municipale, avec sa magnifique collection de toute l'œuvre de Marx et de Lénine, dont je me souviens, qui occupait des étagères entières, je me souviens de ça. Et dès que j'ai su lire, c'était profond, c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire, il y a tout un truc vraiment ontologique, quoi. Et dès que j'ai su lire, j'ai passé mon temps dans cette petite bibliothèque, qui était une petite bibliothèque. Et puis bon, au bout d'un moment, évidemment, quand j'ai eu 13-14 ans, là, ça a été l'adolescence avec un petit A ou un grand H, je sais pas, mais l'implosion. Moi, je n'ai pas explosé, j'ai implosé littéralement. Et le seul moyen de me maintenir
plus ou moins un flow, c'était d'aller voir des films. Je sais que pour aller voir un film, je faisais 3/4 d'heure, 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour, de banlieue à banlieue, ou après en allant à Paris. Et c'est sans doute exagéré, parce qu'après tout, je les voyais, ces films. Je voyais des films que plein de gens auraient rêvé de voir, puisque j'étais quand même pas loin de Paris, et que j'ai vu des expositions merveilleuses, et que ça me sauvait un peu l'espèce de désolement profond, de solitude en réalité très, comment dire, littérale dans laquelle j'étais. Et donc je me suis construite comme ça, avec une espèce de déchirement entre c'est pas là, quoi, c'est pas là, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais. Et puis j'ai vécu l'école en Seine-Saint-Denis, donc, et après j'ai continué mes études, j'ai passé le bac, et puis il y a une espèce de rupture, à chaque fois je la raconte parce que c'est certainement fondateur. J'ai fait une cagne, donc j'avais déjà 19 ans, hein, à Paris, à Condorcet, et là j'ai découvert un monde inconnu. J'ai découvert ce que c'était d'avoir un peu d'argent et d'appartenir à la bourgeoisie parisienne, parce que j'avais une copine qui m'a amenée chez elle. J'avais 19 ans, j'étais jamais sortie de mon milieu, qui n'était pas pauvre, mais qui était modeste, on va dire, comme on dit gentiment, quoi. Et là, je suis entrée dans un appartement parisien avec un parquet en bois, et ses grands-parents qui projetaient les diapositives de leur voyage en Cappadoce. Et ça a été un truc, je me suis dit, jamais j'aurais ça, quoi. Jamais j'y serais, ce truc-là. Et il y a une espèce de construction un peu protestante, quoi, un peu dure comme ça. Voilà, mais les films, les livres et tout, c'est ça, c'est ça. Je vais me construire contre avec les livres, les films, et d'où mon côté un peu, des fois, rigide. Ou bon. Voilà, mon manque de souplesse à certains moments dans la relation, justement. Non, là, c'est au cas par cas, au mot par mot, au coup par coup. C'est un truc incroyablement de plus en plus, où il y a de plus en plus d'incertitudes et de travail dur. Et comme c'était léger au début, et c'était difficile au début, mais comme c'était léger, et plus on avance et moins c'est léger, quoi. Plus on avance et plus c'est... Non, il n'y a pas de programme. Et par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans le savoir, sans le vouloir, et peu à peu en le sachant obscurément, de plus en plus obscurément et clairement à la fois, je sais qu'il y a cette espèce de diffusion de quelque chose que j'appelle pour le moment, ça changera demain ou dans 1 heure, peu importe, une abjection quelconque ordinaire, qui fait que j'ai choisi de travailler au moment où en plus c'était quand même encore l'espèce d'un pilier du Front National, sur Jeanne d'Arc, et après sur Saint-Tropez, parce que c'était pour moi, c'était perdu d'avance, quoi. C'est gâché, c'est perdu d'avance. Donc ton livre, il sera perdu d'avance. Qu'est-ce qui va rester? Voilà. Dans le tiroir du bureau. Comme je suis toujours construite de manière extrêmement clivée, à la maison, chez mes parents, il y avait un mur de Berlin, quoi. J'ai construit un mur de Berlin très vite. Ils étaient assez absents. Enfin, ils travaillaient. Ça peut paraître curieux, mais ils étaient employés des postes, et ils travaillaient une fois le matin, une fois l'après-midi. À partir de 8 ans, j'ai passé vraiment quasiment des journées seule à la maison, et je me suis j'avais un monde. Et à l'adolescence, j'ai élevé un mur de Berlin, et donc j'ai un truc clivé comme ça, un peu séparé, de secret, un peu con, quoi. Et que j'ai gardé en étant dans l'éducation nationale, pour des raisons cette fois-ci de prudence. Car j'ai tellement entendu parler des difficultés des écrivains dans l'éducation nationale. Je parlais encore hier soir de la manière dont l'éducation nationale cassait, volontairement d'ailleurs, souvent, des gens qui essayent. Célestin Freinet n'était pas écrivain, mais enfin, il était bien cassé, quoi. Et puis d'autres, Prigent, il a été prof toute sa vie. Je ne pense pas que c'était une partie de plaisir. Les seules choses que je dirais en tant qu'enseignante, cette fois-ci, en tant que Madame Bérard, puisque ça fait quand même 20 ans que j'enseigne, et en collège, donc j'ai toujours enseigné, sauf au début, j'ai toujours enseigné en collège. Ce que je dirais, c'est qu'il y a un point, mais qui est vraiment, enfin, en ce qui me concerne, c'est vraiment, ça passe par assez, j'allais dire bêtement, l'amour de la littérature et des textes, et l'amour des... Oh, je peux dire ça, l'affection que je voue à ces enfants. Ouais. Et qui
qui se développe avec le temps, en fait. Hein. On prend, bon. Et il y a un point, ce que je voudrais dire, c'est ça, surtout aux jeunes enseignants, c'est que il y a un point critique, qui est un point où, dans la mesure du possible, on peut essayer de se tenir, qui est un point idéal, alors qu'on atteint plus ou moins rapidement, plus ou moins jamais, j'en sais rien, qui est attention, ce point, c'est le moment où vous n'avez plus, vous ne suivez plus le programme, mais où le programme commence à vous suivre, hein, puisque tout l'enjeu maintenant, il est un peu là, bêtement, c'est qu'il y a un moment de bascule où vous vous tenez, vous pouvez justifier ça, vous vous tenez dans le programme, hein, le Moyen-Âge, en 5e, etc., j'en sais rien. Et puis, il y a ce moment où le texte, vous allez opérer la jonction entre le texte et le groupe élève. Et par exemple, parce qu'évidemment, ça se fait toujours de manière très concrète, un texte d'Henri Michaud en 4e, c'est... je ne vois pas de moment où ça ne marche pas. Et puis, où quelque chose se passe là, parce que passe quelque chose de mon amour pour ce texte-là, certainement, qui joint. Et puis, par exemple, là, sur le Moyen-Âge, il y a ce livre qui est formidable pour ça, qui vient de sortir, de Céline Minard, qui s'appelle Bastard Battle, qui est un peu l'idéal. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le roman de Renard, qui est un texte parodique génial, et puis les allusions à la chanson de Roland. Ça, ils comprennent tout de suite, cette espèce de violence, de cervelle qui gicle partout. C'est dans la chanson de Roland, ça, c'est d'une violence extrême, extrême. Ça, ils comprennent tout de suite, Et puis, on arrive à quelques extraits de Bastard Battle, parce que c'est là, la langue est là, elle retravaille dessus, et puis en même temps, elle connecte ça avec des choses qu'ils ont peut-être vu en 5e, ces films de sabre, bon, ils connaissent ça. Et voilà, donc c'est jamais dans la... Bon, écoute, avec moi, les petits gars, vous allez faire Céline, hein, on va tout de suite faire d'un château l'autre, vous allez voir, ça va dépoter. Je pense que par glissement, il y a des textes qui arrivent et qui, en réalité, mais alors les touchent et leur dit quelque chose presque immédiatement. Voilà. Et ça, c'est ce petit moment qui arrive pas si souvent que ça non plus, parce que bon, on le sait, il faut tenir, hein, c'est pas que des miracles comme ça. Hein. Puis ça peut être très con aussi. Je sais que cette année, le moment que je retiendrai de ce début d'année, c'est la lecture une lecture comme ça de Auchan, d'une nouvelle de Maupassant, qui est d'une... Je ne sais plus si tu te souviens de cette nouvelle, c'est Les Tuvache et les Valins. Et une histoire qui est absolument tellement d'aujourd'hui, c'est incroyable, qui négocie le mot, mais... et bon, la lecture de Auchan, dans une classe de 4e, a produit un silence qu'on n'obtient même plus dans les églises, quoi. Je travaille au ras du guidon, hein, très progressivement, et puis... Mais ça a changé, parce que les textes de la première partie, si on veut, comme Saint-Tropez, c'est vraiment un travail au ras de la langue, qui est quelque chose Par exemple, tout au début, je travaille sur le nom Saint-Tropez, hein, et j'y travaille littéralement, l'espèce de métathèse entre Torpès et Tropez. Je lis juste la phrase. Qui pourrait affirmer que Torpès passa à Tropez par facilité, par habitude ou par manie? Puis après, il y a une espèce de développement qui part de ce glissement de lettres. Donc, c'est un travail au plus près du mot et de la lettre, très grammatical, très poétique, au sens concret du terme. Et puis après, ça commence à dériver sur ce personnage de Torpès, qui était-il, etc. Et je crois que c'est ça, c'est un exemple, peut-être, j'espère, assez parlant de ce qui s'est passé, me semble-t-il, avec, par exemple, quelqu'un comme Cadio, qui a fait ce travail-là de glissement d'un travail très littéralement poétique au roman, ou à des formes narratives plus ou moins éclatées, mais il me semble qu'il a ouvert quelque chose dans lequel on s'est glissé et on a travaillé après ailleurs, mais qui est, je pars de ce travail très littéral, y compris sur la lettre, et je le divertis dans un sens non pascalien et peut-être pascalien à la fois, puisque je crois qu'il y a des poètes qui nous en veulent beaucoup d'avoir produit ce divertissement. Mais ça serait toute une histoire. Et je divertis ça vers le narratif, ce qui permet
l'humour, en fait. Hein. Bon, ça part vraiment, l'humour que produit le texte part de ça, part d'un fait de langue et de lettres. C'est pas un gag, ça part vraiment de la langue, et j'ai commencé comme ça. Et c'est une espèce de sécrétion humoristique, si on veut, qui part vraiment de ça. Et puis après, ça se divertit comme ça. Et après, bon, là, je suis passée, quand on passe à des formats un peu plus longs, vraiment presque franchement romanesque, c'est une espèce de truc intermédiaire entre la manière dont je travaillais avant et dont je continue à travailler, qui est ça, au ras du mot, au ras de la phrase, et puis on pose une phrase après l'autre, et puis on voit ce que ça donne, de manière presque Wittgensteinienne, dans de la certitude. Ah, ça, c'est un modèle, mais alors pour les poètes, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire que je pose une phrase, je travaille la phrase, hop, j'avance d'un petit pas, je produis une deuxième phrase, cette deuxième phrase produit, hop, une troisième phrase, et puis j'ai oublié un truc dans la proposition 22, donc je la reprends en proposition 34. C'est un modèle de production du texte qui est sublime. Enfin, je l'ai relu il y a très peu de temps, je me suis dit, mais c'est un modèle incroyable, ce livre de la certitude, là, c'est un petit livre en plus, hein, qui est un livre philosophique vraiment, je pense. Hein. Je pense pas du tout Wittgenstein, c'est un écrivain, même si on y trouve, nous, notre Provence, et on y trouve des tas de choses, je pense que réellement c'était une recherche. Enfin bon, ça serait trop long de parler de Wittgenstein. Et donc je suis là-dedans, qui est le début du travail, et puis en divertissant de plus en plus cette base-là, j'arrive à un moment critique dans l'avancée du texte où là, je prends une espèce de costume qui m'est pas du tout adapté, qui est un costume de ce que je pense être un costume de romancier, et qui est, alors là, ça commence à être long, il va falloir un peu construire ça, prendre sa petite casquette et son compas et sa truelle, et puis dit, alors bon, et très souvent, en fait, j'arrive au milieu du texte, je me dis, bon, le début, il va gicler, il va falloir faire autre chose, ça va plus, et il y a une espèce de simulation de plan vaguement qui mène à la fin, et quand la fin arrive, je refais le début. Pour le moment, ça en est là. Donc c'est entre le bricolage et le travail tel que je le produisais au ras de la phrase du début. C'est entre les deux, voilà, pour le moment. À la place de Saint-Tropez, il y avait de l'eau. Comme Saint-Tropez est déjà au bord de l'eau, il est plus facile d'imaginer la mer à sa place plutôt qu'à Toulouse. Cependant, la mer fut à Toulouse aussi. On imagine la mer montante à Saint-Tropez, recouvrant son port, ses maisons, son clocher, alors qu'en réalité, elle a dû descendre, elle s'est retirée pour prendre la place qu'elle occupe aujourd'hui et qui varie peu. Si l'on y pense, cela demande un effort intellectuel égal, une durée équivalente de réflexion, de se représenter mentalement une grande quantité d'eau au lieu de Saint-Tropez, de se dire qu'il n'y a rien sauf la mer là où est Saint-Tropez, de chasser pour cela une image antérieure, photographique, les maisons penchées, alignées, mythique, des noms propres, d'y substituer une autre image, moins caractérisée, celle des vagues, presque imperceptibles quand le temps est calme. Saint-Tropez a donc été de l'eau. Au large, les vagues en sont le souvenir. 1 kilomètre au plus en avant, et Saint-Tropez serait sous-marin. On n'en aurait pas eu l'idée. 1 kilomètre au plus en arrière, et il s'y vendrait l'été moins de beignets. En principe, les vagues ne rappellent pas que là où nous sommes, elles étaient. En ce moment, elles appellent. Une fillette de 10 ans au large dans un canot pneumatique. Le bateau gris des gardes-côtes approche. Bras du garde-côte, main de la fillette. Elle est à bord. Le bateau regagne le port. Sa mère l'attend sur la plage avec impatience. Elle retire ses chaussures et ses collants. Elle a du sable plein les jambes. Elle serre sa fille contre elle. Elle la confie à un tiers qui passait par là et marche vers le garde-côte. Elle remercie le garde-côte qu'elle connaît bien. Ils s'embrassent sur la bouche. C'est ce que nous voyons quand nous voyons la mer à Saint-Tropez. Le fossile même d'une coquille ou d'un couteau découvert dans les fondations d'une maison sur une colline à l'intérieur des terres des kilomètres plus loin, appelle-t-il la mer immédiatement ? Voyons-nous la mer lorsque nous le regardons ? Je ne vois pas la mer lorsque je le regarde. Je vois la marque en creux d'un animal dans une pierre, l'empreinte d'un animé qui est inanimé. Là où devrait se loger devant mes yeux une image d'eau, c'est un morceau dur du sol. Aussi,
On perd rarement du temps à tâcher d'évoquer la mer d'autrefois quand on observe Saint-Tropez.